Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire spécialisé pour la fonction publique hospitalière. Depuis maintenant quelques temps, depuis le début de l'année, nous organisons des webinaires à destination de la fonction publique. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà assisté au premier, mais on a souhaité effectivement vous convier à une rencontre spécifique. Donc je suis Didier Kuhn du JPMDS, groupement d'intérêt public modernisation des déclarations sociales, qui pousse la déclaration sociale nominative et que vous connaissez plus sous le nom du site netentreprise.fr. Pour cette présentation, je suis accompagné par Alain Belaïd de la CARCED du Sud-Est, qui est membre d'un comité régional, puisque l'ensemble des organismes en région sont regroupés dans des comités régionaux Net Entreprise pour vous accompagner. Donc, vous allez avoir des interlocuteurs locaux auprès de qui vous pourrez trouver des solutions ou poser des questions. Et puis, Étienne André, qui représente la Caisse de dépôt et consignation. Donc, on va se partager la présentation qui est faite. Heureusement pour nous qui allons être devant vous, nous sommes très efficacement accompagnés par d'autres représentants de la Caisse de dépôt et consignation, et en l'occurrence, Madame Guerriot, Madame Bourdillon et Monsieur Lacroute. Et puis, pour le JPMDS, Sophie Caillot. Et on va essayer de répondre à vos questions. Donc, les questions que vous allez pouvoir poser vont arriver sur le petit onglet questions. Et puis, on va vous proposer en cours de route peut-être des petits sondages. Tout de suite, je vous donne l'information. Donc, ce webinaire va être rejoué la semaine prochaine pour ceux de vos collègues qui n'auraient pas pu assister à celui-là. Et puis, nous vous donnons rendez-vous de toute façon d'ores et déjà, fin octobre, début novembre, pour un webinaire un peu plus technique et puis pour accompagner ceux qui sont avec peut-être un peu plus, pas forcément de difficultés, mais pas forcément pris le temps non plus d'entrer en DSN. Et donc, on va essayer de faire que les choses se passent bien. Alors, pour commencer, un petit point technique. On vous invite à principalement utiliser Google Chrome parce que Internet Explorer, par exemple, n'est pas du tout soutenu. Si vous rencontrez des problèmes de son ou de vidéo, vous avez soit le petit point d'interrogation en bas à gauche qui permet de lancer un test, ou alors, au-dessus des questions, vous avez une petite phrase, des problèmes avec le son ou la vidéo. Ça rafraîchit la page, on est à peu près 75% de réussite quand il y a un petit problème. Et puis sinon, vous avez une page pour tester ou un mail pour envoyer des informations. La présentation va durer 1h30, 1h45. Il y aura un replay qui sera disponible à la fin. Vous pouvez télécharger le support. C'est un support, vous allez voir, avec des liens hypertextes qui vous permet d'accéder à des fiches consignes. Le petit support va être accessible depuis l'onglet nuages. Vous avez la possibilité de nous envoyer des émoticônes, alors bon, pour nous dire bravo, pour nous dire bonjour, pour réagir aux prestations, aux présentations, de façon à ce qu'on puisse effectivement qu'on puisse vous aider. On vous invite à poser vos questions et vos réponses dans l'onglet questions. Il y aura une synthèse qui va être postée sur Net Entreprise dans la partie comités régionaux avec l'ensemble des questions et des réponses qui ont été portées, parce qu'il est fort possible que malgré l'hypercompétence de nos collègues présents en back-office, on passe à côté de certaines réponses. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous êtes inscrit avec votre adresse mail. S'il y avait une question très particulière, pratique, ou un besoin qui émerge, un besoin d'assistance qui émerge, on a votre adresse mail, donc on peut revenir vers vous. Ne soyez pas inquiets s'il y avait le moindre problème. Et puis donc, on va avoir quelques petits sondages qui vont apparaître. L'ordre du jour va être relativement simple. Je vais avoir la chance de vous présenter les deux premiers. Pourquoi la DSN et découvrir la DSN. Alain Belaïd va vous présenter la DSN et moi. Et puis, nous avons la grande chance de pouvoir laisser à Étienne André de la Caisse de dépôt et consignation, la DSN avec les spécificités, les cas spécifiques, la fonction publique hospitalière, parce que ça fait maintenant plusieurs années que la CDC, effectivement, vous accompagne et est à vos côtés, connaît particulièrement bien vos pratiques de paye, même si nous connaissons bien particulièrement la DSN. C'est vraiment important d'avoir ce support technique, ce support professionnel, et comme dit M. Belaïd, cette compétence. Donc je vous propose de commencer. Pour sauvegarder la bande passante et qu'on n'ait pas trop de soucis, on va couper nos caméras, donc ne vous inquiétez pas, et on revient vers vous de façon efficace. Alors pourquoi la déclaration sociale nominative?
C'est pas sorti du chapeau. Ça a été institué par une loi, par l'article 45 de la loi du 22 mars, qui est relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches. C'est basé sur un principe, le principe dites-le nous une fois, qui consiste à finalement dire, une fois que vous avez transmis une donnée à une administration ou à un organisme de protection sociale, les autres sont réputés avoir effectivement ces informations et vous n'avez pas à les renvoyer une seconde fois, elles ne peuvent pas vous être redemandées sur un autre support ou dans d'autres conditions. Alors, dans la mesure où on est en pleine finalisation de la mise en place de la DSN, il peut arriver effectivement qu'on ait besoin de certaines déclarations, soit en bilatéral, soit encore à l'ancienne mode, si on peut utiliser ce vocable, alors que la DSN va très rapidement se substituer à l'ensemble de ces données. Mais en réalité, donc, elle va se substituer, mais c'est quoi? C'est d'abord une transmission dématérialisée de données qui sont mensuelles, en un seul flux unique et sécurisé. C'est le prolongement de la paye, c'est vraiment le dernier acte de la paye. C'est un allègement, voire même la suppression, certaines démarches, puisque vous allez voir qu'on a toute une série de démarches qui sont supprimées. On peut fiabiliser les informations, ça va nous servir à fiabiliser les informations pour le recouvrement des cotisations et aussi permettre l'ouverture et le calcul des droits des salariés. Alors, quand on dit fiabiliser, c'est que plus on réduit le nombre d'interventions humaines, plus on réduit les risques de faire une erreur, une anomalie ou d'avoir simplement un problème technique. Ce n'est pas seulement une erreur humaine qui peut se glisser et mettre à mal ce flux. Donc, plus on réduit le nombre d'interventions, et là on en est à un seul, et effectivement, plus on fiabilise ces données. Et du coup, on va voir, puisque on est dans la capacité de lire ces données quasiment, non pas immédiatement, mais dans les jours qui suivent, on a un calcul plus rapide des droits et des prestations. C'est une mesure qui est portée par les pouvoirs publics, c'est effectivement quelque chose qui permet d'avoir une politique publique au plus proche des besoins. Jusque-là, on avait quand même un délai entre le moment où on pouvait constater dans les chiffres, dans les cotisations, dans les chiffres de l'emploi, on pouvait constater les bienfaits ou au contraire l'erreur de ciblage d'une politique publique. Désormais, avec la DSN, c'est au bout de 2 mois qu'on peut voir effectivement si ça peut porter des fruits. C'est basé donc sur ce fameux principe de dites-le nous une fois, qui entraîne une dématérialisation, donc une simplification. Et attention, bien évidemment, la simplification, ça n'est pas faire moins, c'est faire différemment. On va avoir une sécurisation et une mise à jour plus rapide des droits et des prestations, grâce à des données qui sont fiabilisées, mieux maîtrisées. On va revenir très régulièrement sur la notion de données fiabilisées, de données les plus exactes possibles, de contemporanéité de ces données. Mais le fait d'avoir une bonne donnée, entre guillemets, du premier coup, ça va permettre d'avoir une charge de travail qui va être diminuée et surtout qui va être lissée dans le temps, puisqu'on va se retrouver effectivement on va passer d'un système quasiment d'examen et d'échéance, on va passer à un système de contrôle continu, c'est-à-dire que tous les mois, l'ensemble des données que vous allez nous transmettre vont permettre d'éviter d'avoir à faire ces déclarations en fin d'année. Alors, dans la fonction publique, vous voyez la DSN qu'on appelle FP, donc fonction publique, vous rejoignez le secteur privé qui, lui, est déployé depuis 2017 et qui, en totalité, est en DSN depuis 2019. Mais la généralisation de la DSN, c'est-à-dire votre entrée dans la déclaration sociale nominative, ça s'achève en janvier 2022. C'est une échéance qui a été fixée par la loi ESSOC du 10 août 2018. Donc, ça n'est pas une information nouvelle depuis 2015 à peu près. On sait que l'ensemble des salariés, des individus, quel que soit leur statut, vont rentrer dans la déclaration sociale nominative. Quand on parle de modernisation, on va moderniser la délivrance des prestations sociales, bien évidemment, puisque ce sont ces données-là qui servent à l'examen des demandes des prestations sociales. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on va bénéficier de données contemporaines, ça va aider au calcul des aides au logement, et puis ensuite, ça va être généralisé à d'autres prestations sociales. Les données, par contre,
sont à disposition de l'ensemble des usagers sur un portail qui s'appelle mesdroitssociaux.gouv. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà utilisé ce service. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire, puisque ça vous permet, c'est en réalité le miroir de la déclaration sociale nominative versant utilisateur, versant individu. Et donc, vous avez la totalité des données qui transitent par la DSN, qui sont publiées sur ce portail et qui vous permettent effectivement d'avoir un suivi de l'évolution de vos revenus, de vos carrières et beaucoup d'éléments qui sont transmis dedans. Donc, mesdroitssociaux.gouv.fr, je vous invite, si vous n'y êtes pas, allez déjà à vous y inscrire. Et puis, la DSN, ça permet le prélèvement à la source, puisque toutes les informations qui sont nécessaires au prélèvement à la source sont à l'intérieur. Et d'ailleurs, quand on regarde un petit peu en arrière, alors on a toujours tendance à regarder devant et à imaginer les difficultés qui nous attendent. On prend rarement le temps de regarder en arrière et on peut voir quand même que le déploiement de la DSN sur le régime général et du coup l'arrivée du prélèvement à la source s'est fait quasiment sans accroc, que le financement de la protection sociale a été maintenu et que le financement entre guillemets de l'État par le biais de l'impôt sur le revenu et donc par le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu fonctionne et a très bien fonctionné. La DSN, c'est aussi un écosystème qui évolue. Donc, on va avoir effectivement d'autres procédures qui vont intégrer la DSN, par exemple la DOETH. En 2021, donc dès cette année, pour le secteur privé, pour la déclaration et le calcul des effectifs pour la fonction publique, ce sera 2023, et puis pour la collecte, ce sera 2024. Mais aussi, on a la déclaration et le paiement de la contribution à la formation professionnelle et la taxe d'apprentissage qui rentrent dans la déclaration sociale nominative en 2022. Comment on va faire tout ça? D'abord, on va le faire avec des données qui sont prélevées ou transmises au plus près de leur émission, c'est-à-dire au moment où la paye est faite, dans un système qui est automatisé avec ce qu'on appelle un mode échange de données. Donc, ce ne sont pas des déclarations à remplir. Vous ne pouvez pas, avec vos yeux, voir une DSN, ça ne se voit pas. C'est effectivement le logiciel de paye qui traduit ces données dans un flux qui est transmis. Ça transmet des éléments donc sur la situation et sociale et fiscale des employeurs qui sont nécessaires pour le calcul des cotisations. Et puis, si des incohérences sont détectées, eh ben, on vous fait des retours et vous allez pouvoir apporter des corrections. On sait déjà, on l'a vu dans le régime général, on l'a vu dans le régime agricole, on obtient effectivement des gains de gestion et de productivité pour les organismes sociaux, mais aussi pour les employeurs et les administrations utilisatrices de données sociales et fiscales. Et quand vous serez entré en DSN, quand vous aurez passé le cap du paramétrage, de la mise en place et de la découverte de ce nouveau mode de transmission des données, vous aurez la possibilité à ce moment-là d'en apprécier tous les bénéfices. Le principal étant que c'est une grande simplification pour les employeurs, puisqu'il n'y a plus qu'une seule déclaration pour remplir l'ensemble des déclarations sociales qui y sont faites jusqu'à aujourd'hui. Je sais bien que c'est toujours compliqué de vous demander d'imaginer comment les choses vont pouvoir effectivement se mettre en place, mais en réalité, comme je vous le disais, il y a plusieurs dizaines de millions de lignes de salaire qui passent tous les mois dans la déclaration sociale nominative et qui alimentent l'ensemble des organismes de protection sociale. Donc, vous n'arrivez pas dans quelque chose sur lequel on pourrait avoir des doutes sur la fonctionnalité, sur le mode de fonctionnement et sur la réussite. Vous arrivez sur quelque chose qui fonctionne déjà, qui est pérenne et qui est aujourd'hui apprécié par l'ensemble des employeurs qui l'utilisent et qui, pour beaucoup, ont complètement oublié les difficultés des déclarations anciennes. Là, on avait un petit temps question-réponse qui était possible, mais à part la question sur Alain Kayser, qui effectivement n'avait pas de son, visiblement, ça passe sans problème. Donc, il n'y avait pas de question particulière. Donc, on va attaquer la deuxième partie. La deuxième partie qui est toujours dans un sens de simplification, puisque là, on est vraiment dans la description de la DSN. Alors, je vous disais que c'était quelque chose qui était voulu par les pouvoirs publics, mais c'est aussi et surtout un projet commun qui a été construit avec l'ensemble des acteurs. Donc, en réalité, on aurait pu mettre co-construit, mais on a préféré lister les gens qui intervenaient, la façon dont ça se faisait. Alors, tout d'abord, il y a effectivement donc, le groupement d'intérêt public pour la modernisation des déclarations sociales, qui, lui, optimise et organise la mutualisation des moyens des organismes de protection sociale pour des soucis de simplification, je vais appeler moi les OPS, et pour toutes les déclarations sociales dématérialisées. On a organisé beaucoup d'ateliers de travail
d'abord avec les éditeurs, bien évidemment, mais aussi avec des représentants des employeurs et puis des comptables, et puis les directions, la DGAFP, la DGCL, la DGOS, la DGCS et la DGFIP. Et puis des instances, des réunions, des confrontations d'idées ou de situations se tiennent régulièrement avec des représentants des OPS, principalement pour vous, la Caisse de dépôt et consignation qui est votre interlocuteur principal, mais aussi la COS par le biais des URSSAF et désormais on doit dire d'ailleurs URSSAF national, URSSAF Caisse nationale, la DGFIP et les fédérations des organismes complémentaires. Je n'oublie pas que dans le conseil d'administration du GIP, dans les membres du GIP, se trouvent les syndicats de salariés, puisque effectivement, c'est avec eux que se construisent aussi l'ensemble des évolutions portées par la DSN, et c'est dans le respect du droit social et du droit du travail que ces évolutions sont portées, et aussi on a tenu compte, et c'est une grande nouveauté, des habitudes de paye. Alors, la DSN, elle repose sur 4 principes. Je vous l'ai dit, c'est la dernière étape du traitement de la paye. C'est le reflet de la situation d'un agent au moment où la paye a été réalisée. Et c'est important d'avoir cette notion en tête du moment où la paye a été réalisée, parce que par exemple, dans votre cas, il est fort possible que vous arrêtiez la paye, par exemple, le 20 du mois ou le 15. Alors, vous allez me dire, c'est pour les plus chanceux. La moyenne, c'est plutôt vers le 15. Et puis, les moins chanceux, c'est plutôt vers le 5 ou le 10. Donc, on a le reflet de cette situation. On ne peut pas inventer un événement qui n'est pas encore arrivé, ou on ne peut pas tenir compte de quelque chose qui ne s'est pas passé. Donc, c'est vraiment la photographie de ce moment-là. C'est un sous-produit de la paye, c'est le logiciel de paye qui traduit ces données. Il n'y a pas de saisie en ligne. Il n'y a pas possibilité de faire une DSN sans avoir un logiciel de paye. Et avec un logiciel de paye qui doit être compatible, la quasi-totalité des éditeurs de logiciels de paye mettent à disposition, bien évidemment, des logiciels qui sont compatibles, puisque de toute façon, la loi aujourd'hui oblige à passer par la déclaration sociale nominative, donc oblige les éditeurs à vous mettre à disposition des éléments qui permettent de l'utiliser. Le niveau, la maille déclarative pour la DSN, c'est le SIRET. Généralement, on pense que c'est le SIRET de celui qui gère l'agent administrativement. Parce qu'en réalité, le lieu de travail, ça ne définit pas la maille déclarative. Dans certaines collectivités, on peut se retrouver avec plusieurs SIRET et avec du coup des personnels dans chacun des SIRET. La maille déclarative et de la DSN étant le SIRET, on pourrait s'attendre à plusieurs SIRET. Généralement, c'est effectivement la DSN est attendue pour le SIRET qui gère la paye. C'est transmis mensuellement, je vous l'ai dit, chaque mois. Alors, quand on dit mensuellement, il y a peut-être une petite précision. Le droit du travail vous oblige à faire un train de paye tous les 31 jours maximum. Donc, on revient sur le fait que la paye peut être arrêtée le 5, le 20 ou le 15, mais qu'il y a au maximum 31 jours entre les deux. Donc, c'est systématiquement mensuel qu'il y a cette transmission. Donc, les organismes reçoivent ces infos. C'est les données, celles pour lesquelles ils sont missionnés et pour lesquelles ils ont besoin, dont ils ont besoin pour pouvoir remplir leur mission. Et donc, il y a 2 échéances qui ont été fixées en fonction de l'effectif. Le 5 du mois suivant pour ceux qui sont mensualisés de plus de 50 agents, qui versent les traitements à la fin du mois M, ou alors le 15 pour les autres. Objectivement, aujourd'hui, vous savez déjà si effectivement vous seriez affecté à l'échéance du 5 ou du 15, parce que vous savez si vous êtes mensualisé ou au trimestre dans le paiement de vos cotisations. Et donc, effectivement, c'est ce qui fonctionne, c'est ce qui vous permet, c'est un petit moyen mémotechnique qui vous permet de vous retrouver sur comment définir sa date d'échéance. Et puis, il y a des messages de retour sur un tableau de bord unique, des messages qui vous servent à soit porter des corrections, soit corriger justement les anomalies dans la DSN du mois suivant ou dans les suivantes. Normalement, on a la possibilité de changer les éléments et de corriger les éléments dans la DSN qui suit, mais si vous ne vous en apercevez que 3 mois après, bien évidemment, c'est dans la DSN de 3 mois après que vous allez porter les corrections, et d'ailleurs vous allez en porter 3 puisqu'il y a 3 mois avec une erreur. Un petit schéma pour vous montrer un peu comment ça se fonctionne, donc ce superbe déclarant à gauche, qui fait la paye édite un fichier DSN, le déclarant s'identifie puis dépose son fichier DSN, alors soit sur le portail Net Entreprise, soit sur msa.fr, qui sont les 2 points d'entrée. Les données rentrent à l'intérieur du système d'information de la DSN, premier contrôle,
est-ce que c'est lisible, est-ce que c'est pas lisible, et la DSN est acceptée ou refusée. Et puis, le système, dans le même temps, transmet aux organismes les données, soit au niveau de l'URSSAF, soit au niveau des fonds gérés par la CDC, puis d'autres, qui eux aussi, quand ils ont reçu ces données, vous font des comptes rendus, des retours en vous disant j'ai ce qu'il faut ou j'ai pas ce qu'il faut. Et d'ailleurs, vous pouvez les consulter, c'est la troisième étape, sur les retours sur les dépôts. Alors, on avait mis en première étape tester la qualité de la DSN. C'est même pas une étape, c'est à chaque fois que vous allez déposer une DSN, vous avez un outil qui s'appelle DSN Val, petite abréviation de DSN évaluation, qui vous permet de vérifier la qualité du fichier et puis s'il y a certains blocages, effectivement, de vous dire où il se trouve. Si par exemple on est dans une zone dans laquelle on attendait des chiffres et que vous avez mis des lettres, on sait vous le dire, on sait vous dire, attendez, là on attendait des chiffres et puis vous pouvez faire la correction tout de suite. Ce qui veut dire que normalement vous ne déposez sur la DSN, sur le système d'information DSN, sur les portails, netentreprise ou msa.fr, que des déclarations sociales nominatives lisibles. Ça ne veut pas dire qu'elles sont justes, mais ça veut dire que tout ce qui est attendu est dedans et que tout ce que l'on attendait à un endroit est bien à cet endroit. Et du coup, on va pouvoir travailler ensuite et utiliser ces données. Je vous disais que c'était une seule déclaration pour les remplacer toutes. La DSN, l'objectif aujourd'hui, clairement affiché, c'est de remplacer 40 procédures et déclarations qui sont soit périodiques, soit événementielles. Ça porte sur, alors c'est un mot que vous allez revoir souvent, mois principal déclaré, le MPD précédent. C'est-à-dire que quand on parle de la DSN de janvier, son échéance, c'est le 5 ou le 15 février. Quand on parle de la DSN de juillet, elle est à son échéance, c'est le 5 ou le 15 août. C'est donc un échange de données informatisées qu'on peut effectuer soit depuis le tableau de bord DSN, en mode upload, c'est-à-dire que vous récupérez ces données, soit en transmission directe, en mode API, et là, ça rentre directement dans votre logiciel qui, lui, traduit aussi les retours et qui permet de vous les mettre en place. C'est établi à partir des données de paie. Donc, c'est vrai que certaines données aujourd'hui, on a, par exemple, on exprime une certaine frustration à ce que quelques déclarations continuent d'exister. Mais en même temps, si les données qu'elles sont censées fournir ne sont pas issues de la paye, à la limite, ça n'a rien à faire dans la DSN aujourd'hui. Il faudrait qu'il y ait des véhicules techniques supplémentaires qui permettent de le faire. Donc, on a la quasi-totalité des éléments qui sont alimentés normalement par les données de paie. À terme, tous les échanges qui sont basés sur les données de paie sont destinés à être remplacés par la DSN, à être ce qu'on dit substitués par la DSN. Et on a donc effectivement une échéance le 5 ou le 15, sauf pour la DSN et annule et remplace. C'est une utilisation, la DSN annule et remplace. Et si vous apercevez, alors que le fichier est quasiment prêt, qu'il y a une erreur, qu'il y a un problème, quel qu'il soit, vous refaites la DSN, vous la repostez avant l'échéance, vous la remettez à disposition du système d'information et ça écrase celle que vous venez de mettre. C'est toujours celle du dessus qui va être prise en compte. Et donc, vous pouvez déposer une déclaration sociale nominative à la date butoir du 5 ou du 15, mais dès le lendemain de l'échéance précédente. C'est-à-dire que la DSN de mai, elle peut être déposée, elle est attendue le 5 juin, mais vous pouvez la déposer dès le 6 mai. Vous avez entre le 6 mai et le 15 pour que ça soit mis en place. On a deux types de données à l'intérieur de la DSN. Les informations mensuelles donc, qui sont issues de la paye, là au sens large, c'est la totalité des éléments qui sont envoyés. Et puis, prochainement pour vous, au niveau de la fonction publique, et plus particulièrement aussi la fonction publique hospitalière, ce qu'on appelle des signalements d'événements, qui sont destinés à l'assurance maladie, pour les arrêts maladie qui sont effectivement, dont les revenus sont remplacés par l'assurance maladie, les accidents du travail, la maternité, et puis aussi pour Pôle emploi, signaler reprise de travail, les fins de contrat de travail, ces éléments qui sont faits. Alors, les signalements d'événements, pour l'image que je préfère avoir, moi, c'est le flux mensuel, ça sort de la paye, effectivement. Et puis, le signalement, c'est vous êtes en train de préparer un budget pour votre collectivité, puis votre téléphone sonne, c'est le responsable des espaces verts qui vous dit, tiens, Didier Kuhn est absent aujourd'hui, il est parti 3 jours, il a arrêté 3 jours, il s'est, je sais pas, il s'est tordu le dos, voilà, il a mal, il a arrêté 3 jours. Vous n'allez pas tout fermer, votre budget, tous ces éléments-là, pour aller sur votre logiciel de paye pour rentrer ces éléments. Vous prenez un petit post-it, vous écrivez Didier Kuhn, arrêté à partir de mardi, durée prévue 3 jours. Et puis vous collez le post-it sur votre bureau
Et puis, dès que vous aurez fini ce que vous êtes en train de faire, vous reprenez le post-it. Il va vous servir à vous rappeler. Vous savez qu'il y a cet événement qui est arrivé et qu'il faut le déclarer. Eh bien, quand vous l'envoyez dans la DSN, ce système de signalement, ça permet de dire à l'organisme qui va être destinataire ou qui va soit verser des revenus de remplacement, soit qui va enregistrer des droits supplémentaires, cet organisme va être averti qu'il se passe quelque chose. Parce que les organismes ne reçoivent pas la totalité du flux DSN. Quand vous faites le dépôt, je vous disais tout à l'heure, vous avez l'outil qui permet de vérifier, mais vous avez aussi des contrôles bloquants, ce qui veut dire que la DSN ne peut pas être déposée. Et là, vraiment, il faut le refaire. Alors, on dit généralement que l'échéance, c'est le 5 ou le 15 à minuit, la veille à minuit. Moi, j'ai tendance à vous dire, franchement, déjà, rarement, vous êtes au travail à minuit, enfin, je vous le souhaite. Donc, mettez-vous en tête que c'est midi. Ça vous laisse l'après-midi. Si jamais il y avait un contrôle bloquant qui disait, alors, le truc le plus basique, hein, micro-coupure électrique sur votre établissement, vous ne le voyez même pas, hein, sauf qu'informatiquement, c'est enregistré. Quand le flux arrive dans le système DSN, il y a cet incident qui est enregistré et on n'est pas sûr et certain que la DSN que vous déposez, c'est exactement celle que vous vouliez déposer. On n'est pas sûr qu'elle ne soit pas légèrement corrompue. Donc, on vous le dit, attention, renvoyez-nous le fichier tout de suite parce que celui qu'on a, on a un petit doute. Ça, c'est un des contrôles bloquants les plus simples. Après, il y a des contrôles bloquants qui sont plus gênants. Par exemple, on a des choses qui empêchent, par exemple, vous faites une erreur dans le SIRET, vous faites une erreur dans des éléments comme ça veut dire qu'on ne pourrait pas traiter les données. Donc là, effectivement, c'est bloquant. Et puis, il y a aussi des contrôles non bloquants. La DSN donc passe, elle est acceptée, mais dedans, il y a des erreurs. Et à ce moment-là, vous avez des retours qui vous sont faits par les organismes qui reçoivent ces données en vous disant, attention, à tel endroit, par exemple, on a enregistré qu'il y avait peut-être quelqu'un qui a son salaire qui est triplé un mois. Alors, est-ce que c'est vraiment son nouveau salaire? Est-ce que c'est un salaire plus une prime? Est-ce que c'est un salaire plus un rattrapage? On peut vous le demander si ce n'est pas précisé, que ça apparaît comme étant quelque chose de surprenant. C'est un contrôle qui est non bloquant, mais par contre, effectivement, on a cet envoi qui est fait. On accepte, on vous libère de votre obligation déclarative, mais du coup, on est dans l'incapacité de servir les droits proprement à l'agent. Les données, on est aujourd'hui on était à peu près sur 850, 900 données transmises. La totalité de ce que vous pouviez transmettre dans une année, c'était 950 données. Entre 850 et 900 données, pardon. Avec la déclaration sociale nominative, on l'a divisé par 2. On est arrivé aux alentours de 400, 450 données. Mais en même temps, quand on vous fait venir dans la DSN, on se rend compte qu'il y a des spécificités dont Alain va vous parler tout à l'heure, et Alain Belaïd et surtout Monsieur André de la Caisse de dépôt et consignation, ce qui veut dire qu'il a fallu créer des données spécifiques. Et ces données spécifiques, vous pourrez toujours les repérer parce qu'on a mis le nom de la donnée et on l'a ensuite entrecroché, on a rajouté FP. Vous allez voir un peu plus tard. Donc, puisque cette présentation s'adresse à la fonction publique hospitalière, on a mis FPH pour les données qui vous renseignent vraiment et pour les autres, c'est simplement entrecroché FP. Par exemple, la donnée qui est surprenante, c'est la notion de contrat. Ça n'existe pas. Pour vous, c'est la relation entre l'employeur et l'agent, ou l'employeur et les agents, ou les employeurs et l'agent. Et cette notion de contrat, en soi, n'existe pas. Donc, il a fallu qu'on fasse évoluer et que finalement, on ouvre cette notion de contrat au lien qui vous lie aux agents. Et puis, surtout, l'arrivée des quantités de travail, puisque la DSN étant mensuelle, la quantité de travail est mensuelle, ce qui n'est pas votre cas. Vous avez des quantités de travail qui sont à déclarer de façon hebdomadaire. Et donc, il a fallu intégrer des données spécifiques avec les quantités de travail. Et puis, sujet le plus, peut-être apparemment, le plus documenté et celui qui est éventuellement, non pas celui qui poserait le plus de problèmes, mais celui qui pose le plus de questions parce que peut-être qu'il est plus complexe, c'est la gestion des détachements. Ça n'existe pas dans le régime général. Voilà. Est-ce que mes collègues veulent monter quelques minutes s'il y a des réponses à faire? Mais je vois qu'il y a beaucoup de réponses qui sont portées dans les éléments.
En cas d'anomalie, par exemple pour Madame Saillard, en cas d'anomalie, faut-il redéposer un fichier à chaque modification? Vous avez, on va le voir plus tard, hein, mais dans le système de la DSN, vous avez plusieurs possibilités pour corriger une anomalie. Soit par annuler en place, soit par bloc changement, soit par bloc correction. Soit par un changement, soit par une correction. En fonction donc du type d'anomalie, oui, effectivement, vous avez besoin de la corriger. Alors, si, ce que je vous disais tout à l'heure, si une anomalie porte sur plusieurs mois, eh bien, il faut faire plusieurs corrections, une par mois, puisque on borne, on date les événements, on date les assiettes sur lesquelles sont calculées les cotisations. Donc, on a besoin, effectivement, puisque c'est la DSN, que c'est mensuel, on a besoin d'autant de transferts que vous avez identifié de soucis. Pour le signalement d'arrêt maladie. Alors, ça signifie qu'on ne fait plus d'attestation de salaire. Les signalements d'événements, quand vous y aurez accès en 2023, quand vous aurez même l'obligation de l'utiliser, oui, ça va remplacer l'attestation de salaire, ça va remplacer la fin de contrat de travail unique, va remplacer l'attestation employeur dématérialisée qu'on peut utiliser aujourd'hui. Tant qu'il n'y a pas de généralisation à la fonction publique de ces signalements, vous continuez sans aucun problème à utiliser les procédures que je pourrais appeler anciennes, même si ça peut paraître un peu négatif. Mais de toute façon, à partir du moment où il y aura substitution et il n'y aura plus accès à certaines modalités déclaratives, vous en serez bien évidemment auparavant et largement suffisamment tôt averti de façon à pas être en doublon. Parce que finalement, les bienfaits de la DSN ne fonctionnent que quand il n'y a qu'un seul flux. Parce que si vous faites un flux DSN plus une autre déclaration, une autre typologie de déclaration, ben, dans l'organisme remontent deux informations sur le même mois et effectivement, ça les met en erreur et tous les bienfaits de la dématérialisation et de la transmission automatisée disparaissent. Parce que là, on ressort tout, on doit tout recalculer et on doit vous questionner et on doit refaire les choses en place. Bon, comme je vois que beaucoup de questions ont trouvé de réponses, je vais vous proposer de passer à la partie suivante et je vais céder la parole à mon collègue Alain Belaïd, donc de la CARSAT PACA Corse, qui va vous faire cette présentation. Je vois Monsieur André qui arrive, donc c'est peut-être pour porter une intervention. Oui. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a une question auquel je pense qu'il faut apporter une réponse. C'est au niveau de la maille déclarative. Une question de Madame Leblevec. Et donc, ça retouche un peu les éléments que tu as dit tout à l'heure, Didier. C'est donc, elle a 33 hôpitaux ou budgets différents, 33 SIRET à déclarer. Et donc, je confirme bien ce qui a été écrit dans le chat. Vous aurez bien 33 déclarations à faire, une pour chacun des SIRET, à partir du moment où ce sont des SIRET qui gèrent leurs agents. Étienne, si tu veux bien. C'est la même maille déclarative. Vas-y, je t'en prie. Je te remercie, Étienne. Je vais aborder ce sujet-là dans 2-3 diaporamas. J'en profiterai pour répondre personnellement à cette question. Ça te convient? Parfait. Donc, merci Didier pour cette belle présentation. Donc, on va voir un peu la DSN et moi. Donc, ce que je vous propose, c'est d'avoir des informations ou des liens où aller chercher des informations. Bon, le plus simple, c'est évidemment que je vous communique les coordonnées de Didier, mais bon, on va pour l'instant patienter. Néanmoins, vous avez à disposition la page du site Net Entreprise. Vous savez que Net Entreprise, il y a une refonte du site, il y a une philosophie du parcours client et il y a une entrée spéciale fonction publique qui vous donne accès à des informations, à vos déclarations liées à votre statut de fonction publique. Néanmoins, vous allez aussi retrouver un lexique qui vous permettra de faire la correspondance entre le régime privé, comme Didier l'a évoqué sur la notion de contrat, et le régime privé public. On va retrouver une base de connaissances et celle-ci, vous allez pouvoir aussi poser vos questions, personnaliser vos questions à travers l'espace personnel que je vous encourage à créer. Il vous permettra notamment de poser des questions personnelles, comme je vous le disais, mais d'accéder à des petits services aussi, vous permettant de vous débloquer sur le mot de passe. Voilà.
Bon, vous allez également retrouver un guide de démarrage spécifique fonction publique. Comme Didier vous l'a dit, le support, vous allez pouvoir le récupérer avec le petit nuage à la fin de la présentation et vous cliquerez sur le lien, vous retrouverez ce guide. Donc, on va reprendre les grands principes de la DSN et les étapes pour un bon démarrage, un peu tout ce que Didier et un peu tout ce qu'on vous présente aujourd'hui également. Et les éléments d'accompagnement, tout ce qui est FAQ, LETSIC. Voilà. On va aussi retrouver un module de formation de niveau sensibilisation. C'est celui-ci qui a été présenté à la fonction publique en général lors des premiers webinaires au mois de mars. Il est très complet. Je vous encourage à le télécharger en cliquant sur le lien. Vous allez aussi retrouver ces modernes, des outils de e-learning sur des thématiques précises, voilà, avec des MOOCs dédiés à la fonction publique avec un lien également. Donc, comme Didier le précisait, donc on a essayé d'adapter quelques données spécifiques à votre secteur, au secteur privé. Donc, comme vous l'a dit Didier, votre relation employeur-agent se définit par le terme contrat. Le salarié désigne un agent public. Une entreprise ou un tiers déclarant s'applique à l'administration ou à l'organisme public, c'est un centre de gestion notamment. Le salaire correspond à un traitement. Voilà, c'est quelques données, c'est juste, il faut savoir s'adapter. Mais elle ne pose pas aucun souci dans la prise en compte et le démarrage de la DSN. C'est de l'adaptation. Donc, le cercle vertueux de la DSN, et c'est là où je vais essayer de rebondir sur la question de Mme Leblévec. Donc, il y a toute une philosophie à mettre en place. Déjà, il va falloir déterminer les SIRET qui seront déclarés. Responsables de la paix, comme Didier vous l'a évoqué et à juste titre, vous avez la possibilité de déclarer sur le SIRET qui gère la carrière. C'est une possibilité donnée par les URSSAF. Notamment, moi, j'aimerais apporter des précisions, puisque je suis en région et je connais l'impact sur la tarification sur d'autres OPS. Je vous dirais que l'idéal, c'est qu'on soit d'accord entre vous, la CARSAT et les URSSAF. Une fois qu'on s'est mis d'accord entre nous trois sur la maille déclarative, après, on saura s'adapter. Mais voilà, c'est l'information qui doit être connue des URSSAF et de la CARSAT. Et l'idéal, c'est une DSN, un SIRET. Mais néanmoins, vous avez la possibilité de regrouper sur le SIRET qui gère la carrière. Donc, vous avez la possibilité de contrôler les SIRET déclarés, les lieux de travail. Notamment, vous avez un service en ligne, contrôle SIRET, qui vous permet d'envoyer votre liste de SIRET à partir d'une simple liste sur le bloc-notes que vous transmettez à l'URSSAF et l'URSSAF vous répond s'il est connu ou pas. À partir de là, si tout le monde est connu, tant mieux. Sinon, l'URSSAF fait des créations, ça prend moins de 48 heures. C'est bien pour ça qu'il est nécessaire d'anticiper votre entrée en DSN. Là aussi où ça se complique, c'est sur la qualité du NIR. La DSN par rapport à ce que vous connaissez au niveau DAS, la différence s'appelle la qualité. Pour vous donner un ordre d'exemple, en DADS, si vous vous souvenez, on attend jusqu'à 20% d'anomalies sur le NIR, on tolérait. On avait 1 an pour corriger, donc ça allait. Là, on a moins d'un mois, quasiment. Donc, le NIR, on est passé à environ moins d'1%. Donc, il est essentiel de tester, de vérifier vos NIR. Néanmoins, vous avez déjà dû avoir des procédures, notamment le prélèvement à la source, où vous avez eu des retours de la DGFiP sur la qualité de vos NIR déclarés. Vous avez également aussi le bilan d'identification des salariés que vous avez à l'issue de la DADS et d'autres produits qui vous les mettent à disposition. Donc, je vous invite à aller vérifier vos SIRET et à mettre des procédures, notamment lors de l'embauche, liées à la qualité de l'identification du salarié. Récupérer une attestation de salaire, vérifier le NIR. Voilà, c'est vraiment important. On vous parlera plus tard des signalements qui vous permettraient de gagner du temps sur ce thème-là. Et voilà, la qualité du SIRET et la qualité du NIR. 2 éléments très importants à retenir. Donc, une fois que vous êtes arrivé, vous avez clôturé votre paye, donc avant d'envoyer votre fichier en contrôle sur netentreprise.fr, vous avez des outils comme vous avez connu aussi en DSU, qui s'appelle DSN VAL et DSN fonction publique, organisme complémentaire si nécessaire, s'il y a lieu. Et ensuite, vous avez des comptes rendus métiers financiers et comptes rendus métiers nominatifs. Nominatif, c'est notamment ce que je vous évoquais, le bilan d'identification des salariés. Et le compte rendu métier, ça peut être aussi ce que je vais prêcher pour ma paroisse, c'est la CARSAT et la retraite notamment. C'est des requêtes qualité, on vous alerte sur des reports au compte primaire qui ne seraient pas forcément, je parle pour les agents du régime général notamment, qui ne seraient peut-être pas cohérents avec l'ensemble de la carrière. Voilà, on est vraiment dans une démarche qualité, vous comme nous.
J'espère avoir répondu à vos questions, Madame Leblévec, sinon on y reviendra par la suite. Donc, comme je vous le disais, là, ça reprend un peu. On détermine les SIRET en collaboration avec les URSSAF et la CARSAT. On les contrôle avec l'outil contrôle SIRET sur notre entreprise. On vérifie les NIR grâce au BIS. On contrôle les fichiers DSN VAL, DSN FPOC. Et on consulte ce compte rendu métier. Et c'est une philosophie à appliquer tous les mois. C'est un changement de manière de travailler. C'est différent. Comme Didier le disait au début du webinaire, c'est une approche différente. Donc, comme je pense aussi qu'on a parlé précédemment, donc les dépôts, c'est le 5 du mois M+1 pour les plus de 50 employés et pour tous les autres, c'est au 15. Donc, il y a la procédure, je reviens dessus car même c'est important. Avant la date, l'échéance officielle, on est dans l'annulaire en place en cas d'erreur. Sinon, on va utiliser les blocs de régularisation. Et comme je vous l'ai évoqué, voilà, donc vous allez envoyer votre fichier sur notre entreprise, vous allez avoir un compte rendu métier. Deux types d'anomalies se proposent à vous. Les contrôles bloquants, donc la DSN n'est pas prise en compte, vous avez jusqu'au 5 ou au 15 pour faire les modifications et renvoyer en annulaire en place. Et vous avez aussi des contrôles non bloquants de qualité. Voilà, donc on va vous interroger. Tous les organismes sont susceptibles de revenir vers vous et de vous demander de vérifier telle information. Et c'est très important d'y répondre. Hein. Ça permet de fluidifier les échanges et d'éviter les anomalies, notamment sur la durée. Donc, à chaque fois que vous allez envoyer une DSN pour chaque dépôt, vous recevez ou vous pouvez visualiser des accusés d'enregistrement électronique. C'est la preuve que les exigences du caractère technique du fichier ont été remplies. Grosso modo, que vous êtes bien, c'est un fichier DSN qui répond à la norme en vigueur. Donc, il est passé aussi avec celui-ci les précontrôles. Il peut être exploité par le système DSN. Vous avez également aussi, si votre fichier n'est pas de qualité, l'avis de rejet. Et vous avez le certificat de conformité. C'est le rapport produit au niveau de l'envoi. Et c'est une condition sine qua non pour la transmission à certains organismes destinataires, comme la DGFiP notamment. Donc, depuis 2020, j'ai vu que c'était une question qui avait été posée dans le chat. Donc, la DSN en place pour la fonction publique, notamment la DASU, pour les cotisations de retraite à envoyer aux 3 fonds gérés par la CDC, la CNRACL, la retraite additionnelle pour la fonction publique et l'IRCANTEC, la déclaration unifiée des cotisations sociales DUTS pour le volet URSSAF, et tout ce qui est le PASSRO, le passage autre revenu, que maintenant il sera porté par la DSN. Après, pour certains d'entre vous, vous avez des organismes complémentaires et vous allez pouvoir remplacer certaines déclarations. Je vous invite à vous rapprocher de vos organismes complémentaires pour bien paramétrer, pour ordonner votre action. Voilà, donc, comme vous vous en doutez, hein, on a assez communiqué depuis un certain temps. La DASU et la DUTS vont disparaître quand la DSN sera en vigueur et que vous soyez dans le système DSN. Voilà, on vous a mis des liens notamment pour tout ce qui est des contacts DASU, DUTS et PASSRO. À savoir que pour la DASU, c'est la CARSAT de Clermont qui mutualise l'activité pour la dernière année. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des soucis, des questions, à les contacter, à faire des régularisations sur les années précédentes notamment. Voilà, vous avez un lien, il suffit de cliquer dessus. Après, dernier conseil, hein, bien évidemment, vous avez un éditeur, vous avez acheté une assistance, une aide technique, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de lui. Je sais que c'est pas évident forcément, ils sont parfois difficiles d'accès, mais c'est quand même il y a un contrat entre vous et lui. Donc faites le marché et essayez de donner à l'éditeur son rôle, de vous donner un logiciel bien paramétré notamment. On vous invite aussi d'utiliser l'environnement test. Avant de commencer de rentrer en DSN, vous avez la possibilité de déposer des flux, d'avoir des retours de la part des organismes, de vérifier la qualité des informations. Donc, n'hésitez pas à utiliser les tests. Rassurez-vous, entrer en DSN totalement rassuré. Et vous pouvez aussi vous poser des questions, vos propres questions personnalisées, soit à votre éditeur, soit aux organismes pour des questions purement métier. Chaque organisme garde sa compétence. Où vous avez l'espace personnel dont on a parlé au début de ma présentation, où vous pouvez aussi poser des questions
sur la norme, sur l'usage du site internet de Net Entreprise. Voilà, je vous invite à utiliser tous ces moyens qui sont à votre disposition pour réussir votre passage en DSN. Voilà, pour ma part, j'ai terminé. Je vous remercie pour votre écoute et je vais essayer de lire vos questions et essayer d'y apporter une réponse. Bon, je vois que la plupart des questions ont été posées. Pour ma part, je pense que c'est bon, à moins que tu vois une question dédiée que j'aurais oubliée. Je pense avoir balayé la plupart des questions. Sinon, je vais laisser la main à Étienne pour présenter la dernière partie du webinaire. Les questions qui n'ont pas de réponse sont des questions pointues et techniques. Et si on fait les réponses alors qu'on est en train de vous faire découvrir la déclaration sociale nominative, c'est pas pratique. La seule question que j'ai vue, moi, il y a déjà une première réponse qui a été portée, qui explique effectivement comment, c'est Étienne André qui a répondu d'ailleurs, comment on fait une DSN de test. C'est au moment où vous faites la déclaration sociale nominative que vous cochez soit réel, soit test. Et faites attention effectivement à ne pas envoyer de DSN réel alors que vous ne le vouliez pas, parce que là, ça va rentrer en collusion avec beaucoup de choses. Mais non, c'est vraiment relativement simple. Et au moment du paramétrage de votre logiciel, vous voyez tout de suite apparaître la possibilité de passer en DSN de test. Et d'ailleurs, j'en profite, et c'est seulement pour ça que je prenais la parole, vous êtes vraiment invité à faire des DSN de test le plus tôt possible, de façon à arriver le plus serein possible aussi, à l'échéance du 5 février 2022, parce que vous aurez fait suffisamment de DSN de test auparavant pour vous assurer que les bonnes données sont au bon endroit, dans les bonnes conditions. Et du coup, sauf erreur de dernière minute, vous serez extrêmement plus serein que vous ne l'auriez été si vous testez au dernier moment, puisque vous savez bien qu'à chaque fois qu'on attend la dernière limite, on se met quelque peu en danger. Voilà, c'était juste ça. Autrement, il y a d'autres questions auxquelles je vais répondre par écrit qui sont un peu plus pointues. Pour continuer sur les tests, il y a également des communications qui vont partir de la part, de manière conjointe, de la part entre autres de la Caisse des dépôts. Je sais qu'on va le faire, mais il me semble que c'est avec le JPMDS et la DGAFP entre autres, pour justement vous préciser comment ces tests peuvent être réalisés. On a préparé un petit guide qui explique comment vous devez faire, comment vous devez vous connecter. Et le lien qui est sur le chat vous permet également de centraliser toutes les informations et il est mis à jour régulièrement avec les dernières informations qui sont disponibles. Donc c'est vraiment ce lien-là que vous devez garder et les communications qu'on va vous faire directement qui vous permettront de bien vous tester. C'est vraiment quelque chose qui est très, très, très important de se tester. Pour les employeurs qui sont entrés en 2020, par exemple, on a observé qu'un employeur qui avait fait cet effort de se tester faisait en moyenne 2 fois moins d'erreurs qu'un employeur qui ne l'avait pas fait. Donc, on vous encouragera jamais assez, testez-vous, testez bien ce que vous faites, parce que comme ça permet de pouvoir faire des erreurs sur des endroits où c'est pas grave si on peut pas corriger. Donc, vous facilitez la vie pour après. Donc, je vais commencer à vous présenter donc, des spécificités de la fonction publique et en particulier des spécificités de la fonction publique hospitalière. Alors là, ici, on va voir tout un tas de cas métiers, de situations qui sont assez particulières. On va souvent rentrer dans les détails de la norme, mais ça, c'est ce qui va être écrit sur le support. Vous aurez le support, comme ça, vous aurez tous les éléments pour pouvoir bien comprendre les choses à tête reposée. Moi, je ne vais pas rentrer dans ce niveau de détail. L'idée, c'est plus de vous donner les points d'attention, les endroits où vos collègues de d'autres hôpitaux ont fait des erreurs sur les années 2020 et 2021 pour que vous ne tombiez pas dans les mêmes panneaux qu'eux. À chaque fois, chaque présentation a en haut à droite un petit FC avec un numéro. Ça, c'est vraiment la clé pour bien comprendre la DSN, c'est des fiches consignes. C'est des fiches consignes qui ont été écrites pour vous expliquer avec beaucoup de détails et surtout plein d'exemples, ce qu'il faut faire pour chacune des situations. Donc vraiment, si vous posez une question sur l'aide-soignant, je vous conseille d'aller voir la fiche consigne dédiée. On a essayé de tout expliquer en détail avec des exemples pour que justement vous puissiez bien comprendre. Donc pour l'aide-soignant,
Principalement, ce qu'il faut retenir, c'est faites attention à bien indiquer que l'agent est en service actif. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Encore une fois, vous lirez ça à tête reposée avec le document. Pour le vacataire. Donc le vacataire, c'est vrai que c'est une situation qui est assez particulière, que vous rencontrez très fréquemment. En DSN, c'est l'activité spécifique ponctuelle, c'est communément la vacation. Et donc, on a explicité des cas dans cette fiche consigne, la 2143, qui vous explique exactement comment vous devez faire pour déclarer un vacataire. Et donc, toutes les rubriques sont détaillées, ce qui permet à votre éditeur de faire les choses correctement et à vous de pouvoir vérifier qu'il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut noter, c'est qu'un vacataire, c'est globalement comme un contractuel. Ça se déclare à peu près de la même manière. Les activités secondaires, aussi appelées activités accessoires, c'est un peu le même point de vue, mais cette fois-ci, c'est quand c'est un fonctionnaire qui accomplit également une activité en plus de son service habituel, une activité auquel il va percevoir une indemnité, pour laquelle il va percevoir une indemnité. Comme c'est un complément au traitement de base, ben, il n'y a pas de particularité. C'est quelque chose qui se déclare en fait exactement comme aurait pu se déclarer une prime. Donc là, ici, vous allez retrouver dans cette fiche consigne le détail de toutes les rubriques qui vous sont demandées. Donc c'est plus pour vérifier avec toujours des exemples pour que vous puissiez bien comprendre comment déclarer cette situation si vous êtes concerné encore une fois. Les apprentis, c'est également une situation qui a été problématique, où on a eu pas mal d'anomalies sur les années précédentes. Donc ce qu'il faut faire très attention pour les apprentis, c'est surtout ce qui est écrit tout en bas. C'est-à-dire que vous devez bien faire attention à ce que la base assujettie de l'IRCANTEC, donc l'endroit où vous déclarez quelle est la base de cotisation à l'IRCANTEC, contient tout, y compris la partie exonérée sans application du plafond, en fait. Et ensuite, dans les cotisations, vous ferez le détail de ce que l'agent a vraiment payé. Mais donc ça, il faut être très, très vigilant. C'est sur l'alimentation des données à destination de l'IRCANTEC. Faites bien attention à ne pas déduire le plafond avant de le déclarer. Sinon, l'agent, en fait, ne percevra pas de droits. Il aura des droits qui seront déduits. Je vous confirme que les fiches consignes sont bien toutes sur NetEntreprise. Un étudiant hospitalier, donc ça, c'est vrai que c'est une particularité de votre fonction publique, puisque ce sont des agents publics qui ne sont ni contractuels, ni fonctionnaires, mais qui réalisent des stages pour des établissements publics de santé et qui cotisent à l'IRCANTEC. Et donc ça, c'est une situation sur laquelle on vous a tout précisé dans une fiche consigne, quelles sont les rubriques auxquelles vous devez faire attention. À chaque fois, les fiches consignes vont vous donner les rubriques qui sont importantes pour ouvrir des droits justes à l'agent. La surcotisation, là, cette fois-ci, c'est dans le cas où un agent qui est à temps partiel ou à temps non complet, c'est pas encore très répandu dans la fonction publique hospitalière, mais c'est possible, va faire le choix de cotiser exactement comme s'il était à temps plein. Et donc, ça lui donne des droits supplémentaires, mais en échange, il doit payer des cotisations un peu plus élevées. Et donc, du coup, on va vous préciser ces éléments-là dans la fiche consigne. À noter, il y a vraiment une particularité importante, c'est pour les fonctionnaires qui présentent des handicaps à plus de 80%, il y a un code spécifique qui permet de les identifier parce que ces fonctionnaires handicapés ont le droit de surcotiser plus longtemps et donc ça leur donne des droits à retraite plus élevés. Donc du coup, il faut être très vigilant là-dessus, à ne pas confondre entre les deux typologies d'agents, l'agent qui sera handicapé de l'agent qui ne l'est pas. Donc c'est vraiment là où on a eu des erreurs. Pour le praticien hospitalier cotisant à l'IRCANTEC, donc là pareil, il y a tout un tas de règles assez précises qui permettent de bien identifier quelle est la typologie du praticien. Et la rubrique la plus importante pour bien identifier ces agents, c'est le code complément PCS-ESE, qui en fait contient la nomenclature NEH. Et donc, vous devez être assez vigilant là-dessus, puisque c'est ça qui permet ensuite d'attribuer les bons droits au niveau de l'IRCANTEC. C'est vraiment sur cette rubrique en particulier que va se focaliser l'attribution du droit.
Donc là, c'est vrai que je vais quand même assez vite. J'en ai bien conscience. De toute façon, on ne peut pas rentrer dans le détail. L'idée, c'est plus que vous sachiez que ces éléments existent. Vous avez une documentation, vous aurez le support, vous avez les fiches consignes. Et quand vous serez devant le problème ou lorsque vous paramétrerez votre DSN avec l'aide de votre éditeur, vous aurez ces éléments-là pour vous appuyer dessus. Là, on va arriver au détachement. Le détachement, c'est quelque chose qui pose assez souvent problème, mais pourtant la DSN a fait des efforts de simplification par rapport à la N4DS, c'est-à-dire que vous n'avez pas à vous poser de questions. Vous devez toujours déclarer le fonctionnaire, que vous soyez établissement d'origine, établissement d'accueil, que vous soyez sur un détachement conduisant à pension, ne conduisant pas à pension, tous ces paramètres qui pouvaient faire des choses assez compliquées en N4DS n'ont plus d'importance. Vous ne vous posez pas de questions, vous déclarez le fonctionnaire. Par contre, ce qui est comme avant, ça ne change pas, c'est seul l'établissement qui va payer les cotisations à la CNRACL va les déclarer. C'est vraiment ça la seule différence. Mais sinon, ce qu'il faut retenir, c'est que vous ne devez pas vous poser de questions. Quand vous avez un agent, vous devez le déclarer en DSN. Donc là, ici, on a un petit détail qui précise bien, selon les situations, comment renseigner les différentes rubriques entre sa carrière d'origine, la carrière où l'agent est nommé, de sa carrière de détachement, donc sur la droite, où l'agent donc est accueilli par l'employeur d'accueil. On va enchaîner avec les agents qui font des gardes. Ces gardes, c'est à chaque fois payé par l'établissement auquel rattaché plutôt. Là, je reprends, excuse-moi. C'est les gardes effectués dans un établissement qui sont celui sur lequel le praticien est rattaché. Dans ce cas-là, c'est le cas le plus fréquent et c'est le plus simple parce qu'en fait, vous le mélangez à l'activité normale. Vous ne vous posez pas de questions, il n'y a pas de traitement spécifique. Ensuite, si l'agent effectue cette garde dans un autre établissement, cet autre établissement va considérer cette situation exactement comme une activité secondaire. C'est-à-dire vous pouvez retourner voir la fiche consigne qu'on a vue tout à l'heure, c'est exactement pareil. Dans le cas où c'est un médecin libéral, par exemple, qui effectue une garde dans un établissement hospitalier, c'est une activité indépendante. Et donc cette fois-ci, s'il est cotisé à l'IRCANTEC, vous avez une rubrique en particulier qui vous permettra d'identifier cet agent et d'attribuer les bons droits à cet agent. Pour le dernier point qui est le CTI, donc ça c'est assez récent. Donc le complément de traitement indiciaire, qui est donc la revalorisation de la rémunération des soignants, va concerner les fonctionnaires et certains contractuels. Donc ces indices, parce que c'est des points d'indice, le CTI, ne sont pas intégrés directement aux indices déclarés en DSN, le brut et le majoré. C'est vraiment des choses qui sont déclarées à côté. Ces éléments sont également déclarés dans une rubrique dédiée qui a été créée juste pour pouvoir véhiculer ce CTI et avec des consignes bien particulières. Cependant, donc ça c'est ce qui se passe aujourd'hui, mais dans la fiche consigne 2410, on explicite ce qui va se passer demain, ce qui va se passer en 2022. Donc là, je vous conseille de vous reporter à la fiche consigne 2410 qui précise d'ores et déjà comment le CTI va pouvoir être déclaré en routine, parce que vous comme nous, vous le savez bien, ça a été ajouté dans l'urgence, et donc du coup, il y a une solution transitoire, et là, ce qu'on vous présente, c'est la solution transitoire. On en a fini pour ces points particuliers. Encore une fois, utilisez le support et les fiches consignes pour regarder ces situations-là quand vous êtes concerné, quand vous rencontrez le problème. Et pour tout, vous avez la base de connaissances de Net Entreprise qui est extrêmement riche. Elle est renseignée, enrichie très régulièrement. De mémoire, il y a une vingtaine de fiches consignes qui ont été ajoutées depuis l'entrée de la fonction publique dans la DSN, justement parce qu'il y avait des points d'interrogation de la part de vos collègues. Et on est très réactif pour justement ajouter et préciser à chaque fois que vous vous posez des questions. Et donc, c'est vraiment là où vous retrouverez tous les éléments. C'est quand vous vérifierez votre DSN, quand vous testerez sur la plateforme de test, je pense que cette base de connaissances sera le deuxième site sur lequel vous irez juste après pour bien tout comprendre. On en a fini, donc là on va
peut-être parcourir des questions. Peut-être qu'il y a des questions auxquelles des réponses peuvent être apportées ou n'ont pas été apportées. Oui, alors la plus simple, c'est celle de Madame Badi qui dit que malheureusement elle a été interrompue pendant le webinaire. Donc oui, il y a un replay qui sera disponible à la même adresse que celle que vous avez utilisée pour vous connecter aujourd'hui, et le support qui est présenté aujourd'hui avec justement les liens hypertextes qui vous emmènent sur les fiches consignes est disponible. Normalement, vous avez un petit nuage qui apparaît en haut à droite, et si c'est pas le cas, il apparaîtra dans le replay, parce qu'en fonction de la version de votre navigateur, quelquefois il n'apparaît que dans le replay. Et surtout sur Data Entreprise, dans la partie qu'on appelle les comités régionaux, donc nous contacter, les comités régionaux, vous aurez accès au replay et accès au support, et surtout accès aux questions-réponses qui sont posées, et celles pour lesquelles il n'y aura pas de réponse ou la réponse n'est pas assez précise, on va continuer à les préciser, et vous aurez donc dans peu de temps, je pense dans la semaine qui suivra la dernière, donc dans la première semaine de juillet, vous aurez accès aux questions-réponses avec l'ensemble des liens hypertextes pour les fiches consignes spécifiques. Voilà, c'était pour Madame Badi. J'ai vu une question, pas de fiche consigne pour le praticien hospitalier, c'est effectivement une coquille de notre part. Il y a une fiche consigne qui existe. On va voir ensemble avec Didier pour pouvoir l'ajouter dans le support. Et donc, c'est la fiche consigne numéro 2096. Et donc, je voulais indiquer, c'est Madame Bornel qui a posé la question. Et donc, du coup, je voulais indiquer dans le chat directement. Alors, pour la question de Madame Brosset, si vous pouvez réaliser des tests DSN sans accompagnement de l'éditeur de paye, c'est possible. C'est tout à fait possible. Donc, je vous conseille du coup de regarder le lien de tout à l'heure vous permettant de regarder les DSN, les tests, la fonction publique test libre. Donc, c'est un lien qui est un peu plus bas dans le chat, qui vous donne justement les éléments pour être autonome et pouvoir tester par vous-même. Par contre, il faut reconnaître que ça sera plus facile si vous avez votre éditeur qui vous soutient, parce que ne serait-ce que pour répondre à vos questions, vous expliquer comment fonctionne leur logiciel, c'est généralement plus efficace si vous êtes accompagné par votre éditeur. Oui, et de façon exhaustive, on essaie de vous présenter un maximum de cas particuliers ou de choses qui sont complexes, en dehors de tout le début qui était très générique, et ensuite la proposition qui vous était faite par Alain Belaïd qui était elle aussi générique et vous expliquait comment le faire. Mais on sait aussi aujourd'hui qu'une grande partie des utilisateurs de la DSN ont des plans de paye simples qui, effectivement, avec un paramétrage simple, permettent de le faire. Maintenant, je suis absolument d'accord avec Étienne André. Si vous pouvez, si vous êtes parfaitement à l'aise, votre logiciel en plus, vous avez déjà la version DSN et vous avez déjà pu regarder un petit peu comment ça se passait et vous dites finalement c'est simple, bien évidemment vous pouvez envoyer des tests, mais bien évidemment aussi le soutien de l'éditeur va vous permettre de ne pas perdre de temps sur certains cas qui pourraient être corrigés simplement parce que votre logiciel demande de passer par telle petite passerelle, ou alors de renseigner tel endroit ou de cocher telle case, puisque la DSN est basée sur la norme Neodes, comme je vous le disais au début. La norme, elle est écrite, elle est claire, et ensuite chaque éditeur a la liberté, donc il a l'obligation de transférer les bonnes infos dans les bonnes conditions, mais il a la liberté de vous mettre à disposition des outils, des mises à jour du tableau de bord, des abonnements à certaines informations, des recherches qu'il peut faire pour vous, des contrôles de cohérence entre différentes rubriques. Donc c'est vrai que ça serait dommage que vous ayez un logiciel qui vous simplifie extrêmement la vie et que vous en profitiez qu'à 10%, parce que effectivement vous n'avez pas eu l'occasion de faire un paramétrage simple avec eux et de profiter de toutes ces fonctionnalités. Voilà, donc rien ne vous empêche de le faire, mais notre expérience vous pousse à vous conseiller de vous appuyer sur votre éditeur. Maintenant, s'il vous dit « je peux vous voir que fin décembre », ouais, effectivement, commencez maintenant à essayer de border les choses. J'ai vu des questions aussi de la part de monsieur, alors je m'excuse si j'écorche votre nom, Leininger, sur les arrêts maladie. Donc là, effectivement, on pourrait croire que les arrêts maladie, ça ne touche que les signalements d'événements, mais c'est très important. Vous devez aussi déclarer les arrêts maladie dans la DSN mensuelle, la DSN classique. Vous devez bien faire attention à les déclarer aux deux endroits, aussi bien dans les signalements quand vous serez rentré dans les signalements que dans la DSN mensuelle.
à court terme, c'est surtout là où vous devrez les déclarer d'ailleurs. Et de toute façon, ils doivent être dans la mensuelle systématiquement. Tout ce qui est… Alors, petit point philosophique, tout ce qui touche le contrat, tout ce qui touche la rémunération de l'agent doit être en DSN. Parce que, comme je vous le disais, la totalité des organismes ne reçoivent pas la totalité des données. Et si quelque part, ils n'ont pas l'information, et je prends par exemple les points retraite, alors je ne vais pas dire gratuits, les points retraite attribués en fonction effectivement de certaines, dans certains cas d'arrêt maladie de plus de 30 jours, ils ne pourront pas être attribués s'il n'y a pas l'information qu'il y a un arrêt maladie, même si effectivement il n'y a pas d'interruption des revenus de l'agent. Donc tout ce qui touche le contrat de l'agent, tout ce qui touche la rémunération a vocation à être porté à l'intérieur de la déclaration sociale nominative. Et comme le disait Étienne André, et merci de le repréciser, il n'y a pas que le signalement d'événements et pour l'instant, on a vraiment besoin d'avoir la totalité des données de bonne qualité au bon moment dans le flux mensuel. Le signalement d'événements, je vous disais, c'est le petit post-it. Franchement, dans le flux mensuel, vous avez déjà toutes les données, surtout s'il n'y a pas interruption des revenus de l'agent. Et pour compléter les propos de Didier, je dirais d'autant plus que les signalements d'événements ne sont pas historisés, seuls les DSN mensuels font l'objet d'un archivage électronique. Donc, conclusion, les absences doivent être dans les DSN mensuels. Ce qui répond en partie à la question de Mme Martinez, Alain, qui disait la déclaration des arrêts maladie sera-t-elle automatiquement envoyée par le logiciel RH ou à renseigner mensuellement? Pour que ça soit envoyé automatiquement par le logiciel RH, encore faut-il qu'il ait l'information. Et pour qu'il ait l'information, c'est que vous l'avez rempli. Donc, c'est que vous l'avez renseigné. Donc, je voulais pas vous faire une réponse de Normand, mais je suis obligé. Non, si l'information n'est pas transmise dans la DSN, la DSN ne le traduit pas en données et donc n'envoie pas l'information à l'organisme qui en a besoin. Pour préciser, excusez-moi Didier, pour préciser, pour M. Martinez, la DSN signalement d'événement remplace la DSIJ. C'est-à-dire que vous ne faites pas de DSIJ, vous ferez un signalement d'événement. Vous ne devez pas faire surtout pas les deux. Plus tard. Pour l'instant, ça ne substitue pas forcément. Et en plus, pour se substituer, il faut avoir autant de flux mensuels que de mois nécessaires à l'établissement de la déclaration. En gros, la DSIJ simple, il vous faut 3 mois d'antécédents, et bien, il vous faut 3 DSN mensuels avant de pouvoir substituer la DSIJ. Au départ, vous êtes obligé d'utiliser toujours le système de la DSIJ. Et je rejoins Madame Guerriot qui vous dit, Madame Kayser, que la date 5 du M suivant, c'est une limite. Oui, c'est un jalon butoir. C'est un jalon avant lequel ça doit être fait. Et du coup, j'en profite pour répondre toujours à Mme Geyser. Vous pouvez déposer le lendemain de l'échéance précédente. C'est-à-dire que votre DSN du mois de… Je clôture, non, je ne sais pas de quel mot vous vouliez parler, mais la DSN du mois principal déclaré de mars, qui est attendue le 5 avril, vous pouvez la déposer à partir du 6 mars. C'est-à-dire vous avez ces fameux 30 jours de délai entre le lendemain de l'échéance précédente et la veille de l'échéance en cours pour déposer ce fichier. Je dis la veille à chaque fois et le lendemain, ça vous permet d'être tranquille et d'être vraiment large si jamais il y avait le moindre fichier. Et Monsieur Lininger qui… Alors, je me suis lancé, Monsieur André, je l'ai dit directement sans faire attention, et je m'excuse, Monsieur Lininger, si je me trompe dans le prononcé de votre nom. Oui, alors, ça dépend de quand vous parlez, parce que quand vous dites doit-on encore déposer le fichier passereau après avoir clôturé la paye, si c'est après avoir clôturé la paye et donc fabriqué, entre guillemets, et traduit, émis le fichier DSN, bien sûr que non, vous ne faites pas de passereau et de DSN, sinon il y aura double imposition. La DSN remplace le fichier passereau. Donc vous faites du passereau jusqu'à ce que vous soyez rentré en DSN réel. Attention, si vous êtes en DSN de test, ça ne vous empêche pas, ça ne remplace pas le fichier passereau, et vous devez le faire immanquablement. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Je pense qu'on a répondu à une grande partie. Je suis en train de faire remonter, excusez-moi, je suis en train de faire remonter les questions, mais
Mais il y a des réponses partout. Donc, bon, bah, écoutez, hop, il y a une nouvelle question qui est apparue. Je l'avais peut-être pas vue. Hop. Eh bien, dans le tableau de bord, monsieur Lénin, j'ai le retour passereau. Les transmissions de taux de passe, c'est aujourd'hui, voilà. On vous répond, monsieur, on vous a répondu, madame Bordier vous a répondu, c'est dans le tableau de bord. Et alors, petite précision aussi, bah, tiens, justement, les retours passereaux, le taux de passe qui vous est transmis a une durée de validité de 2 mois. Donc, vous ne vous inquiétez pas, si vous avez un retard dans la transmission du passereau ou dans la transmission du retour de passereau, pardon, ou dans la transmission du compte-rendu métier de la DGFiP, le passereau du mois précédent est encore valable, si tant est qu'effectivement, il n'est pas déjà 2 mois d'activité. Donc, ça permet quand même d'être à cheval sur quasiment un trimestre, c'est-à-dire 2 mois à l'intérieur d'un trimestre, pour avoir effectivement ces données-là. Et Madame Potet, bah, c'est exactement ce que je vous disais. Le fichier DSN donnera-t-il accès à des stats en fin d'année? Certains logiciels de paye, c'est ce qui nécessite de faire un bon paramétrage et de faire un choix dans les logiciels de paye. C'est le logiciel de paye qui pourra vous faire des statistiques, vous donner ces éléments, sachant que le système DSN ne conserve les archives DSN que pendant 3 mois. Et que donc l'archivage des données est de votre responsabilité et que le système DSN en même temps conserve la totalité des données mais sans qu'on puisse y accéder pendant une durée maximum de 5 ans. Donc les éléments, les stats de fin d'année ou l'archivage ou autre, c'est vraiment dans le cadre de votre logiciel de paye que ça se gère et c'est en ça que je suis absolument d'accord avec Étienne André sur le fait que bah, finalement, même si on peut s'en passer, c'est pas plus mal de voir avec son éditeur pour justement profiter de tous ces éléments qui sont ou non dans le logiciel et savoir comment le faire. Pour la déclaration maladie, des arrêts maladie concernant les fonctionnaires, donc en fait, il n'y a pas de particularité. C'est ça qu'il faut retenir, c'est vous devez déclarer les arrêts maladie dans votre DSN normalement, comme habituellement. Ce qui peut peut-être prêter à confusion, c'est pour les signalements d'événements, qui donc remplace la DSIJ, qui là n'interviendront qu'à partir de janvier 2023. Mais là, on parle des signalements d'événements, et donc c'est pas le premier élément que vous allez devoir mettre en place lorsqu'on parle de DSN, c'est pas la première chose que l'on met en place. Et le signalement d'événements est destiné uniquement aux contractuels. Voilà, c'est vraiment sur cette cible-là, aucun cas les fonctionnaires. Je vous confirme, Madame Bornel, c'est exactement ça. Si vous déclarez les arrêts maladie et d'accidents de travail pour les fonctionnaires dans le logiciel LRH, ils seront transmis dans la DSN mensuelle. Et pour... alors, je ne connais pas la MNH, CGOS, ANFH. Je suppose que ce sont les mutuelles et les organismes complémentaires. Peut-être... Oui. Alors, tu as la réponse peut-être, Didier? Non, je ne sais pas s'ils sont... je pense que... honnêtement, je ne sais pas s'ils reçoivent les données de la DSN ou pas. L'idéal, c'est de vous rapprocher directement d'eux et de voir s'ils sont en DSN et si c'est le cas, de leur demander une fiche de paramétrage spécifique. Voilà, eux sont les mieux placés pour vous répondre à la question. Il faut savoir qu'il y a quasiment 300 fédérations mutuelles, voire 600 si on prend globalement le régime général et le régime privé. Nous, à l'instant T, là, vous dire MNH, aucune idée. Si vous les contactez, vous les diront, ils auront une fiche de paramétrage à vous remettre. Oui, voilà. Merci, Madame Kaiser. Et j'avais juste, j'ai vu passer une question. Hop, mais comme là, vous êtes en train de me poser, du coup, je vais faire remonter. Hop. Oui, c'était, pardon, excusez-moi, c'est la question sur le replay auquel Étienne André répondait, effectivement, qu'on peut y accéder, bien sûr, sur Net Entreprise, mais vous pouvez y accéder aussi ici, dès la fin de cette présentation, en utilisant le même lien que celui qui vous a permis de venir. Vous recliquez dessus, ça va vous amener sur le replay. Donc, vous pouvez l'avoir tout de suite après, si vous êtes bien échauffé, votre esprit est ouvert à toutes ces nouvelles données.
vous pouvez vous reconnecter directement et le suivre. Donc, je redonne les deux éléments, le petit nuage en haut à droite qui vous permet de télécharger le support et l'accès l'accès au replay qui sera disponible depuis le même lien. Alors, Monsieur Dolé, j'aurais tendance à vous dire un petit peu comme le fût du canon, le temps de refroidissement. Le replay va être disponible dès que possible, c'est-à-dire dès qu'on aura terminé de parler, dans les 5 minutes qui vont suivre, vous y aurez accès. Et merci Monsieur Denot de nous redonner tous ces éléments sur la MNH, le CGOS et la NFH. Par exemple, tous les organismes ne sont pas encore entrés en DSN. Par exemple, le FEH, qui est géré par la Caisse des dépôts, n'est actuellement pas entré en DSN. Ça reste une déclaration annuelle sur PEPS, sur le site de la Caisse des dépôts. Donc, voilà, le plus simple, effectivement, comme on vous l'a déjà dit, de toute façon, c'est de contacter ces organismes et ils vous diront ce qui est le mieux adapté pour eux. Bon, je crois qu'on a calmé toutes les questions, on a pu répondre aux questions et du coup le flux de questions qui est arrivé s'est tari. Donc, écoutez, je vous remercie. Alors, 2 informations vraiment importantes. Vous n'êtes pas tout seul. Bien évidemment, vous savez que vous avez vos interlocuteurs habituels au niveau de la CDC ou au niveau des organismes avec lesquels vous travaillez, comme les URSSAF ou les organismes complémentaires ou les CARSAT ou les CEPAM, bien évidemment aussi. Derrière tout ce courant de dématérialisation, il reste des humains, il y a des gens, donc vous pouvez tout à fait les contacter, prendre contact avec eux pour justement obtenir des précisions si vous avez des questions qui restent en attente. Donc vous n'êtes pas tout seul, vous avez votre éditeur de logiciel auprès duquel on vous conseille de vous rapprocher le plus vite possible, de façon à commencer un paramétrage et des DSN de test rapidement, parce que même si à l'automne, il reste encore un peu de temps. Si vous aviez la possibilité de tranquillement voir ça au moment des congés, avant la reprise de septembre, et je sais que Dieu sait que beaucoup d'entre vous dans les collectivités hospitalières, dans les établissements hospitaliers, pardon, il y a des modifications qui vont rentrer en ligne de compte et des choses qui évoluent. Donc de toute façon, vous êtes sans arrêt sous pression. Donc dès que vous avez un petit moment, prenez le temps pour commencer à faire paramétrage et des scènes de test pour vous assurer le coup. On est J'allais dire on est à vos côtés, mais ça a l'air un peu exagéré, hein, mais c'est la réalité. On essaie de faire au maximum que ce changement, que cette conduite du changement se passe le mieux possible à vos côtés et qu'on puisse vous aider dans ce paramétrage et dans l'oubli. Je vous rappelle donc que des millions de lignes de salaire passent aujourd'hui par la DSN en régime général, pour certaines boîtes énormes et dans des conditions pour certains extrêmement compliquées, avec des plans de paye très très complexes. Ça se passe bien et ils sont tous conscients de la simplification que ça apporte. On vous souhaite que ça soit autant pour vous et que vous puissiez avancer. J'ai vu qu'il y avait d'autres questions. Hop. Voilà, merci. Tiens, je reviens sur l'adresse que vous donnez. Pilote en minuscule, DSN majuscule, @caisse-des-dépôts.fr pour poser des questions. Vous avez aussi pour l'URSSAF, l'adresse c'est act. Le nom de la région dans laquelle vous êtes, @ursaf.fr. Et puis ensuite, vous avez l'ensemble des liens qui peuvent vous être donnés sur Net Entreprise qui vous permettent de vous connecter. On vous donne rendez-vous au plus tard à la fin de l'automne pour voir où vous en êtes et puis vous aider à finaliser les travaux que vous menez. On espère avoir répondu en grande partie à vos interrogations, surtout à avoir diminué le stress ou l'angoisse que vous pouviez avoir en abordant ce sujet. On vous souhaite de façon générale des congés les plus agréables possibles, en espérant qu'on puisse tous aller là où on le souhaite et se prendre un peu de repos. Vous êtes en première ligne sur pas mal de sujets. Donc, on sait bien que vous en avez bien besoin, vous aussi. Donc, on vous souhaite d'excellents congés d'été si vous pouvez les prendre. On vous souhaite une bonne fin de journée. On vous donne rendez-vous en octobre. Et s'il y a le moindre souci, vous avez des adresses. Ne restez pas tout seul dans votre coin. On fera un maximum pour vous aider et essayer de vous accompagner avec le plus de sérénité possible. Bonne fin de journée. Merci Alain Belaïd. Merci Étienne André.
Merci Madame Bordillon et Madame Guerriot. Merci Monsieur Macoté. Merci à Sophie Caillot qui était dans le back-office, qui ont répondu à beaucoup de questions. Merci à vous, merci à nos collègues de la Caisse de dépôt et de consignation de nous accompagner sur cette aventure. Très belle fin de journée à tous et le replay dans quelques secondes dès que j'aurai terminé l'événement. Ça